Fin 2008, 3 PDG débarquent à Washington, non pas en jet privé, mais au volant de leurs hybrides dernier cri après environ 800 km depuis Detroit. Une Chevrolet Malibu, un Ford Escape, un Chrysler Aspen. La veille, ils avaient embrûlé des dizaines de milliers de dollars de kérosène pour venir mendier un sauvetage. Mauvaise image. Cette fois, ton compris? Nous sommes ici parce que nous avons fait des erreurs, reconnaît Rick Wagoner, patron de General Motors. Dans le pays de la Ford T, les Big Three, GM, Ford, Chrysler, sont à genoux. Comment l'Amérique de la voiture en est-elle arrivée là? Historiquement, les Big Three dominaient non seulement le marché américain, mais aussi l'automobile mondiale. Et pourtant, chez eux, ils échouent. La chute a semblé rapide, mais ses racines, elles, sont anciennes. Au milieu du XXe siècle, l'industrie est peu encadrée. Des voitures grosses, bruyantes, polluantes. Puis, au début des années 1960, arrivent les premières grandes lois sur l'air et la sécurité. Objectif, réduire de plus de 50% d'ici 1975 les hydrocarbures et oxydes d'azote. On impose ceinture et pare-choc. Des mesures évidentes aujourd'hui, mais qui rebattent toute la hiérarchie. Tout le monde doit changer et les nouveaux venus peuvent s'engouffrer dans la brèche. Gabarit XXL contre format malin. Chrome et habitude d'abondance contre tôle fine et discipline. L'Amérique aime la démesure, le silence moelleux et la ligne droite. Le Japon mise sur l'efficacité, la parcimonie et la fiabilité. Deux cultures industrielles s'affrontent à ciel ouvert. Et au premier soubresaut des prix à la pompe, l'équation change brutalement de camp. La menace la plus sérieuse vient du Japon. En 1958, Toyota introduit la première voiture japonaise aux États-Unis, la Toyota Crown. Dans la décennie suivante, Honda, Nissan, Mitsubishi et Mazda suivent. Deux crises pétrolières frappent les États-Unis dans les années 1970. Résultat, les Américains se tournent vers des voitures plus sobres. Parfait timing pour le Japon. Après la Toyota Crown, en 1958, Honda, Nissan, Mitsubishi et Mazda s'installent sur le marché. En 5 ans, les exportations japonaises vers les États-Unis triplent et dépassent 650 000 voitures en 1980. Ce moment aurait pu être l'opportunité. Ils auraient pu changer de cap. Mais au lieu de ça, Détroit, aiguillonné par les incitations publiques, a fait un choix qui allait sceller son destin. Le virage vers les pick-up et SUV. Mais comment ont-ils pu ignorer une menace aussi évidente? La réponse se trouve dans un virage stratégique inattendu. Ce pari sur les pick-up et les SUV laisse un boulevard aux Japonais sur les voitures particulières. En 2006, le top 10 de Consumer Reports ne compte que des modèles japonais. Dans le même temps, l'industrie américaine, moins délocalisée que ses rivales, reste dépendante d'un travail local plus coûteux, 8%. Dit comme ça paraît anodin. En automobile, c'est une enclume. Appliquée à chaque voiture, jour après jour, elle écrase la marge. Avec des ouvriers syndiqués à l'UAW, quand en face, les Japonais ne le sont pas, l'addition pèse toujours du même côté. Résultat logique, les berlines décrochent, les pick-up et SUV, où la marge respire, deviennent le refuge. Quand survient une nouvelle crise pétrolière dans les années 2000, les Américains se tournent à nouveau vers des voitures plus petites et plus économes, majoritairement japonaises. La production automobile américaine poursuit sa chute, en baisse de près de 50% par rapport à 10 ans plus tôt. La grande récession approche. La récession s'installe, déclenchée par les défauts massifs sur les prêts immobiliers, subprime. Et l'auto est directement touchée. En 2006, environ 24% des ventes de voitures sont financées par des crédits adossés à la valeur du logement. Quand les ménages cessent de payer leurs prêts, ils ratent aussi les mensualités auto. Les autres, pris de peur, coupent dans les dépenses. La panique gagne les Big Three. La menace de faillite se précise. Détroit avance alors un argument choc. Si l'industrie automobile américaine s'effondre, c'est toute l'économie qui vacille. Des chaînes d'approvisionnement au réseau de concessions. Devant le Congrès, les constructeurs expliquent avoir déjà brûlé 18 milliards de dollars de lignes de crédit et réclament des milliards d'aides. Les sénateurs restent sceptiques. Un premier vote échoue. Mais à mesure que le spectre de la faillite devient concret, le Capitole hésite. Bush agit. Il contourne la voie législative et ouvre les vannes. 17 milliards maintenant, d'autres à venir sous Obama. Avec l'argent public arrive le grand nettoyage. General Motors renaît sous tutelle.
l'ancien GM passe en faillite, devient Motors Liquidation Company et cède ses actifs clés ainsi que le nom à un nouveau GM soutenu par l'État. Pour retrouver du muscle, la nouvelle entité taille dans le vif. Arrêt de Hummer, Saturn et Pontiac, vente de Saab en moins d'un an, fermeture d'usines, licenciement d'un tiers des salariés aux États-Unis et de 35% des cadres américains. Promesse, maximiser l'efficacité des pick-up et enfin, construire des voitures moins chères et sobres pour l'avenir. Chrysler suit une logique proche, capitaliser sur ce qui marche, Dodge, Jeep, Ram, Chrysler, améliorer des berlines redevenues désirées et s'appuyer sur le savoir-faire du nouveau partenaire italien Fiat pour moderniser les véhicules légers. Ford, lui, évite de justesse l'aide fédérale. Il avait pris de l'avance, cession des marques de luxe, Aston Martin, Land Rover, Jaguar, avant la récession, et lancement de modèles comme Fusion, Focus, puis le retour de la Fiesta. De quoi placer Ford en tête d'un secteur américain qu'on croit alors en train de pivoter rapidement vers des voitures plus compactes et efficientes. Les Big Three semblaient avoir tiré les leçons du passé. Ils jurent alors de se concentrer sur les petites voitures. Mais ce pari allait se retourner contre eux. En 2018, Ford prévient qu'il ne fabriquera plus de voitures particulières pour le marché américain, à l'exception de la Mustang. Plus de Fusion, plus de Fiesta, plus de Focus. En 10 ans, demi-tour complet, assumé en interne au nom des ventes en berne et de soucis de qualité. Chrysler avait ouvert la voie dès 2016 en arrêtant ses deux berlines économiques, la Dodge Dart et la Chrysler 200, pour ne garder que le muscle, Challenger, et la grande routière, Chrysler 300. GM suit la même trajectoire. Dans les années 2020, fin de parcours pour les Chevy Impala, Cruze, Volt et Malibu, les Cadillac CT6 et XTS, et la Buick LaCrosse. En moins d'une décennie, à peine sauvés d'une hémorragie pour n'avoir pas assez anticipé un futur plus vert, plus petit, plus économe, les Big 3 cessent pratiquement de fabriquer des voitures pour leur propre marché. Au cœur de ce que beaucoup décrivent comme la décennie la plus disruptive depuis un siècle pour l'automobile, Detroit annonce le retour massif aux SUV et aux pick-up. Ils ont été punis pour ne pas avoir fait de petites voitures et maintenant ils décident d'arrêter d'en faire. Voici la courbe qui dit tout. La part des light trucks dans les ventes de véhicules légers aux États-Unis frôle désormais les 80%. Absurde? Ça le paraît moins quand on voit ce que la loi appelle un truck. Par définition, ceci est un camion, celui-ci aussi, et celui-là encore. Autrement dit, une grande partie des SUV. Tout remonte au standard CAF, Corporate Average Fuel Economy, né après la crise énergétique des années 1970. L'État fixe des objectifs de consommation, en miles par gallon, pour les voitures particulières. Il faut donc définir ce qui est une voiture et ce qui ne l'est pas, d'où la catégorie light truck. 6 000 livres ou moins, environ 2,7 tonnes, conçues pour transporter des marchandises ou des personnes, ou généralement conçues pour le hors-piste. Des critères flous, surtout le dernier, mais avec un avantage bien réel, des exigences de consommation moins strictes. C'est le socle du fameux SUV loophole. À cela s'ajoute la Chicken Tax de 1964, un droit de douane de 25% sur les camions fabriqués à l'étranger. Encore une particularité qui rend les pick-up et SUV très attractifs pour les constructeurs américains. Les marques étrangères s'adaptent, Toyota produit des pick-up sur le sol américain, Honda y fabrique ses SUV, Hyundai aussi. Mais la taxe renforce l'incitation des acteurs domestiques à miser sur ces segments, où leurs concurrents doivent, eux aussi, produire localement. Dernier pilier, la marge. À main-d'œuvre comparable à une berline et avec peu de surcoût matière, les SUV pick-up rapportent davantage. Portés par l'avantage réglementaire, les Big Three ont passé des décennies à vendre ces modèles comme plus sûrs, plus fiables, plus capables, bref, indispensables en ville comme à la campagne. Officiellement, ils répondent à une forte demande. En réalité, leur stratégie et leur marketing ont largement créé cette demande. Résultat, tout en se concentrant sur les trucks, ils ont cédé des parts de marché. Aujourd'hui, les Big Three ne représentent plus qu'environ 40% de l'industrie américaine, loin de leurs heures de gloire. Les consommateurs ne font plus confiance aux constructeurs de Detroit. En 2024,
Chrysler, Ford et GM ont signé respectivement les premiers, deuxième et quatrième plus grands volumes de rappels aux États-Unis. En 2025, aucune marque de Détroit n'entre dans le top 10 du classement fiabilité de Consumer Reports. Et, sur les 3 dernières années, une seule fois, une marque des Big Three, Buick, a atteint le top 11. Côté image, les coups durs s'enchaînent. Comme Volkswagen, Chrysler s'est retrouvé mêlé à un scandale d'émissions dans les années 2010. Certains Jeep et Ram, produits entre 2014 et 2016, respectaient les tests en laboratoire, mais violaient les normes en conditions réelles. Bilan: plus d'1 milliard de dollars en règlements et amendes, et un plaidoyer de culpabilité pour conspiration criminelle visant à tromper les tests d'émissions. En 2025, GM ordonne le rappel d'environ 600 000 véhicules équipés du V8 L87 de 6,2 litres. Suburban, Tahoe, Silverado, Escalade, Sierra, Yukon et autres gros modèles. Victimes de casse complètes et catastrophiques avant 100 000 miles. Environ 160 000 km. GM avait mené des enquêtes internes en 2022, 2023 et 2024, sans suite. Ce n'est qu'après l'intervention de la NHTSA que ressortent des défaillances récurrentes de Villebrequin, de Biel et de Palier. Au total, quelques 28 000 plaintes enregistrées et, plus inquiétant, 12 accidents avec blessés et 42 incendies potentiellement liés. Sur toute la ligne, les Big Three ne produisent plus des véhicules perçus comme fiables ou dignes de confiance. Pour les Big Three, la fiabilité ne semble plus être une priorité. Et le public le sait de plus en plus. Le domino du sauvetage a fait tomber celui des SUV, qui a fait tomber celui des marges, puis celui de la qualité. Quand on regarde Stellantis, on ne voit pas un cas à part. On voit l'aboutissement de cette série. Les chiffres brillent, mais ils racontent la même histoire que Detroit depuis 15 ans. Chrysler fusionne avec PSA en 2021 et naît Stellantis, groupe automobile néerlandais. En 2023, après des restructurations musclées chez Jeep et Dodge, l'année est record. Près de 20 milliards de dollars de bénéfices, 7,5 milliards redistribués aux actionnaires et 40 millions pour le directeur général. Mais ce succès a un coût. Hausse de prix sur les gammes américaines, licenciement en série et fermeture d'une usine entière. Très vite, la facture sociale et d'image tombe. Grève d'ouvriers, réputation écornée pour Jeep et Dodge avec des signes de coupe franche et d'assemblage cheap. Et des voitures qui s'attardent de plus en plus en concession avant de trouver preneur. La stratégie ne change pas pour autant. Après une année 2024 chahutée, Stellantis aborde 2025 avec une nouvelle salve de suppression de postes. Les rachats d'actions sont mis en pause, mais les actionnaires votent le maintien du dividende. Pour certains, Stellantis fonctionne. L'entreprise fait de l'argent. Pour les propriétaires de véhicules Stellantis ou ceux qui travaillent dans ces usines, la réalité est moins flatteuse. Et c'est bien là le nœud du problème. Une vision à courte vue qui a permis aux Big Three de tenir dans l'après-récession, mais qui a aussi installé des difficultés durables, innovation freinée, contrôle qualité chancelant, au point de se faire doubler par une nuée de nouveaux prétendants. Tous n'échouent pas aux États-Unis. Alors que Détroit retombe dans ses réflexes historiques, Tesla, puis de plus en plus Rivian, bouscule le jeu. Tesla, né 100% électrique, n'a pas dû rétrofiter ses usines ni réécrire ses méthodes. Elle a construit son modèle autour de l'EV dès le départ. Rivian suit une trajectoire comparable sur le pick-up électrique. Encore au tout début de son ascension, mais avec le potentiel de faire au truck ce que Tesla a fait à la voiture électrique il y a 10 ans. Face à eux, les constructeurs historiques tentent de tenir le rythme. En 2023, Chevrolet et Ford affichent les deuxième et troisième parts de marché EV aux États-Unis, 5,7% et 5,4%. Un effort réel malgré le poids du passé industriel et social. Mais la concurrence étrangère pousse, elle aussi. Hyundai et Kia grignotent des parts avec des modèles électriques populaires et relativement abordables. Les Japonais se préparent, à l'image de Honda avec le Prologue. Et ce n'est pas qu'une bataille de demain. Au présent aussi, Détroit recule. En 2024, le véhicule le plus vendu aux États-Unis, classé light truck et assemblé sur le sol américain, n'est plus le Ford F-150 pour la première fois depuis des décennies, mais le Toyota RAV4. Peut-être un accident d'une année? Reste que le signal est fort.
Dans une catégorie taillée pour avantager les acteurs américains, c'est un modèle japonais que les acheteurs plébiscitent pour sa polyvalence et sa fiabilité. Le marché se resserre donc pour les Big Three, les murs se referment. Et pour l'instant, tout donne l'impression que Detroit n'a pas vraiment envie de se battre pour rattraper le train. En 2008, Detroit arrive la tête basse pour demander un sauvetage. 15 ans plus tard, l'histoire a tourné court. Réglementation mal comprise, choc pétrolier mal anticipé, virage manqué vers les voitures sobres, puis repli confortable sur les SUV et pick-up, dopé par des failles réglementaires et un marketing qui a fabriqué la demande. Entre-temps, fiabilité en berne, rappel à répétition, scandale d'émission, profits immédiats contre coupe sociale, et une confiance qui s'effrite. Pendant que Tesla et maintenant Rivian imposent leur tempo, que Hyundai Kia progresse, c'est un Toyota RAV4 qui coiffe le marché américain 2024. Au pays de la Forte, le symbole est cruel. La vraie question n'est plus qui fabrique le plus gros pick-up, mais qui sait encore construire des voitures désirables, fiables et adaptées au monde qui vient. Pour l'instant, Détroit joue la montre. Le public, lui, a déjà commencé à choisir.